Bonjour Hélène Dumas, Bonjour aimable Kalilima, amakuru yawe ni meza, amakuru yanyu. natwe turi aho murakoze. Hélène Dumas wakoze kwitabira iki kiganiro, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors, pour commencer, récemment, il y a quelques jours, vous avez été entendu comme témoin de contexte par la Cour d'assises de Paris, dans Oui. le cadre du procès en cours concernant Claude Mohaïmana. Alors, qui a pris cette initiative et pour quel motif, selon vous? Oui, eh bien, merci pour cette question. Il faut savoir que pendant la première semaine des procès d'assises concernant ce qu'on appelle les affaires rwandaises, hein, qui sont jugées en France sur le principe de la compétence universelle, hein, comme il y a eu des procès sur ce même principe de compétence universelle en Belgique, notamment en Allemagne, dans plusieurs pays. Euh, Pendant cette première semaine, les historiens sont appelés à, comme témoins de contexte, hein, même si cette expression ne recouvre pas un statut particulier devant la Cour. Nous sommes de simples témoins, en fait, puisque nous devons prêter serment et nous devons jurer de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, on pourra y revenir. Alors, pour ma part, c'est à la demande du procureur, hein, de la République que j'ai été citée à comparaître lors de ce procès et lors des 4 audiences, hein, précédentes qui eh bien, ont eu à connaître les faits liés au génocide des Tutsis. Et je pense que pour les magistrats et pour les jurés, la venue, le questionnement d'historiens et d'historiennes permet aux jurés, hein, qui sont un peu l'équivalent des inyangamugayo des gachacha, en fait, hein. Il faut savoir que les jurés sont des gens, des citoyens ordinaires qui sont tirés au sort sur les listes électorales pour former, hein, le jury de la cour d'assises, qui est un jury populaire en France, et il y a 3 magistrats professionnels, et parmi eux le président du tribunal de la cour d'assises. Eh bien, on vient en quelque sorte éclairer, hein, le contexte historique, hein, dans lequel le génocide des Tutsis s'est produit, parce qu'il faut savoir que très peu de personnes connaissent encore, hein, cette histoire, et pour le procureur, qui en tout cas nous fait citer, hein, devant la Cour, il y a, semble-t-il, une vertu pédagogique, hein, à faire comparaître historiens, historiennes, sociologues, spécialistes de sciences sociales en général, pour eh bien, tenter de dire, hein, ce que fut l'histoire du génocide des Tutsis, afin de pouvoir inscrire les actes particuliers de l'accusé dans un contexte plus général. Et ce contexte plus général rend sans doute plus compréhensible aussi, hein, le cas particulier. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout une posture de parole évidente pour les historiens, parce qu'on arrive devant la cour, devant un univers qu'on ne maîtrise absolument pas, contrairement à toutes les personnes qui sont présentes dans cette cour, que ce soit les avocats, les procureurs. On est obligé de parler sans notes, puisque le principe de la cour d'assises, c'est l'oralité. Donc, on nous demande de faire une déclaration spontanée. Or, cette déclaration, elle a été préparée évidemment en amont. On n'arrive pas devant la cour d'assises, en tout cas, sans avoir préparé ce que l'on allait dire, comment on allait présenter l'histoire du génocide, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas de faire un cours magistral de 3 heures et de risquer d'ennuyer finalement et de perdre l'attention des jurés. Donc, tout ça est extrêmement compliqué. S'ajoute à cela aussi le sentiment d'étrangeté, si vous voulez, d'avoir à lever la main et de jurer de dire toute la vérité, dans la mesure où nous ne sommes pas des témoins des faits. Nous n'allons pas dire si nous avons vu tel ou tel accusé faire telle ou telle chose, mais présenter l'état de nos recherches. Et la vérité judiciaire et la vérité historique, ce ne sont pas exactement du même ordre. Donc voilà, c'est une position d'étrangeté, hein, face à ce monde judiciaire, mais en fait, on n'a pas le choix.
On ne peut pas se dérober à cette responsabilité, on ne peut pas s'y dérober. Et je crois que lorsque l'on entre dans la cour d'assises, dans ce type de procès, pour tenter d'éclairer les jurés sur le contexte historique, on sent tout le poids de ce qu'est la citoyenneté. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur ces conditions de témoignage. Mais je pense que c'est important que les jurés aient quelques éléments de repère historique pour mieux comprendre ensuite le dossier, auquel nous n'avons évidemment pas accès en tant que simples témoins. Merci, Hélène Dimond. Alors, la deuxième question, c'est par rapport à ce que, enfin, d'après Maître Kalongozi, un des avocats des parties civiles présentés à cette audience, vous avez fait part de conclusions de recherche que vous avez menées et avez expliqué certains mécanismes, stratégies et méthodes. Alors, ces méthodes et ces stratégies et ces mécanismes utilisés par les génocidaires, en particulier le massacre des femmes et des enfants. Aussi, avez-vous expliqué que personnellement, vous ne souhaitez pas aborder la question relative au cas de tueurs-sauveurs. Pourriez-vous nous éclairer sur cette prise de position, Dr. Hélène Dumont? Oui, tout à fait. Alors, vous voyez, c'est le défi qui se présente à nous lorsque l'on doit déposer devant la cour d'assises, c'est comment tenter, sans note, encore une fois, je le répète, de pouvoir faire entrer avec nous les jurés dans un parcours de recherche qui est un parcours de connaissance du génocide, sans s'éloigner du type de travail que l'on mène. Il se trouve que personnellement, j'ai travaillé beaucoup ces dernières années sur vous savez, sur les témoignages des survivants et des survivantes du génocide, et en particulier sur un corpus de récits d'enfants particulièrement extraordinaire, et que je me suis appuyée sur ces sources pour bâtir ma déposition devant la cour d'assises, en expliquant que le critère discriminant de tout génocide, c'est le massacre en masse et le massacre systématique des femmes et des enfants. Et j'ai donné un exemple de la Shoah, par exemple, où il y a eu des débats extrêmement âpres dans la communauté scientifique pour établir la chronologie du processus de décision de l'extermination des Juifs d'Europe. Bien aujourd'hui, il y a un consensus à peu près général dans la communauté scientifique qui consiste à dater le début, si vous voulez, de la Shoah à août-septembre 1941, précisément au moment où ce sont des familles entières appartenant à ces communautés juives de l'Europe de l'Est qui sont basculées dans les fosses communes de manière systématique. Et là, j'ai pris par exemple le cas de Babi Yar, ce massacre de plus de 33 000 juifs les 29 et 30 septembre 1941, où là, ce sont des femmes, des enfants et des hommes qui sont assassinés de manière systématique. Eh bien, au Rwanda, c'est pareil. Dès lors que les enfants représentent la majorité des victimes du génocide, dès lors que si l'on regarde aussi l'une des rares enquêtes médico-légales qui a été menée à Kibuye sur le site de l'église Saint-Jean, 66% des corps analysés par les médecins légistes appartenaient à des femmes et des enfants de moins de 15 ans. On est là dans une violence qui est tout autre que la violence de guerre. Les femmes et les enfants n'appartiennent pas au monde combattant. Et c'est pour ça que ça permet aussi... ça a permis la place des femmes et des enfants de montrer qu'on n'était pas dans une guerre interethnique, on est dans autre chose, dès lors que la filiation, si vous voulez, est atteinte de manière aussi radicale. Et ça, c'est quelque chose que je voulais montrer aux jurés pour les faire rentrer dans ce que j'appelle la matérialité du génocide, c'est-à-dire la manière dont il a été si méticuleusement exécuté. Et j'ai aussi tenu à reprendre l'expression d'un collègue, Richard Etchman, qui lui travaille beaucoup sur le Cambodge et sur le génocide au Cambodge, et qui se disait archéologue de l'intention génocidaire. Ça, c'est une expression que j'ai beaucoup, sur laquelle je me suis appuyée pendant ma déposition, en expliquant que cette archéologie de l'intention génocidaire, eh bien, je m'y exerce en regardant les actes
et non pas, comme Richard Eichmann le disait également, l'intention n'est pas dans les mots, elle est dans les actes. Et qu'on ne trouverait jamais un document signé de la main du colonel Bagosora, par exemple, datant le début de l'extermination des Tutsis, l'ordre, si vous voulez, cet ordre fantasmé dans des archives, on ne le trouvera jamais. Il n'existe pas plus pour la Shoah que pour le génocide des Arméniens ou pour le Cambodge. C'est dans les actes que se lise l'intention. Et c'est ça que j'ai voulu faire comprendre aux jurés il y a 2 jours. Et j'ai aussi parlé de la manière dont tous les régimes génocidaires abolissent la frontière entre la vie et la mort. Ça me paraît très important. Ils interdisent tout rite funéraire aux morts en dégradant les corps et en organisant des formes de proximité extrême entre la vie et la mort. Et ça, c'est aussi, je crois, une marque singulière des génocides. Et cette proximité avec la mort, elle produit un temps particulier, un temps sans chronologie. Donc, je pense que c'était important de faire comprendre aux jurés qu'il y a des éléments très singuliers qui permettent de montrer que le cas du Rwanda est bien inscrit dans la grande histoire des génocides du XXe siècle. Ça me semblait très important. Et puis de leur peut-être de guider leur regard vers les actes, vers l'effectuation concrète du génocide. Merci Hélène Dumont. Il semble par ailleurs que le public qui a suivi votre disposition était composé par des étudiants et des collègues à vous. Pensez-vous que les questions relatives au génocide suscitent de plus en plus l'intérêt dans des milieux académiques? Oui, et Ouais. scolaires. De l'enseignement supérieur et aussi de l'enseignement secondaire en France. C'est ce que je constate depuis plusieurs années. D'abord, peut-être faudrait préciser que la question du génocide des Tutsis et de son traitement judiciaire en particulier à travers les gachacha fait partie du programme scolaire maintenant, des programmes officiels pour les élèves de terminale. Et donc, je crois que l'entrée officielle de la question dans les programmes scolaires a suscité beaucoup d'intérêt de la part des professeurs du secondaire. On reçoit beaucoup de sollicitations pour se rendre dans les établissements secondaires. Et puis, on fait aussi, continue à faire beaucoup de formations en collaboration avec le Mémorial de la Shoah à Paris, sur la question du génocide des Tutsis, qui, en France, en tout cas, a pris une importance assez importante ces dernières années. Je crois que l'entrée dans les programmes scolaires a beaucoup joué, mais aussi tout ce qui s'est passé cette année, avec la remise du rapport Duclerc, la visite du président Macron à Kigali, et puis évidemment le rapport Muse. Tout ça a créé, si vous voulez, peut-être une forme de... C'est difficile de l'analyser comme ça, mais la perception que je peux avoir, une forme d'intérêt particulier pour cette question. Et il se trouve que dans la salle d'audience, effectivement, il y avait des collègues qui travaillent depuis longtemps avec moi sur la question du génocide des Tutsis, mais aussi des étudiants et des étudiantes de Sciences Po Paris, qui est une grande école de l'enseignement supérieur en France. Et Sciences Po Paris, depuis plusieurs années déjà, consacre un cours entier, c'est-à-dire pendant un semestre, 24 heures, à la question du génocide des Tutsis. Et le succès du cours ne se dément pas, et une partie de mes étudiants et mes étudiantes, que je vais retrouver tout à l'heure d'ailleurs, sont particulièrement intéressés par cette question. Et voilà, c'est vraiment important, parce que si la recherche, l'intérêt pour la question du génocide des Tutsis n'est pas relayé par les générations, les jeunes générations, et qu'il n'y a pas une forme de transmission pas seulement de la mémoire, mais véritablement de l'histoire, peut-être on peut imaginer que dans 50 ans, 60 ans, si ce relais n'est pas effectué, qui parlera encore du génocide? Quand les rescapés seront morts, donc je crois que c'est essentiel de pouvoir contribuer évidemment à une toute modeste place à la transmission de cette histoire, y compris, moi, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance aux jeunes générations. Si vous permettez, je profite de mentionner le prix que vous avez reçu récemment de la part
d'un jury lycéen Mm. du livre d'histoire au Festival de Blois. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, voilà, c'est un autre signe aussi que cette question intéresse de plus en plus ici en France en particulier et que les générations voilà, qui sont largement nées après 1994 eh bien, se retournent sur ce passé et découvrent en quelque sorte l'histoire de ce dernier génocide du XXe siècle. Et j'étais vraiment extrêmement touchée par ce prix. Parce que je sais que ce livre donc sur les orphelins est un livre extrêmement difficile à lire, parce qu'il contient, parce que la violence nue y est exposée, et que ça n'a absolument aucun caractère d'évidence de pouvoir accueillir des mots d'une telle violence. Et ces jeunes lycéens, c'était un jury qui était composé d'une quarantaine de lycéens venus de toute la France, eh bien, ils ont affronté ces mots. Et ils les ont accueillis. Et je crois qu'à travers le livre, c'est aussi les orphelins et les orphelines qui ont écrit ces textes qui le reçoivent. En tout cas, c'est à eux, évidemment, qu'il appartient aussi. Et ça m'a fait... Enfin, voilà, ça m'a beaucoup touchée que ce soit précisément des jeunes de 17 ans, 18 ans, voilà, qui accordent du prix et un prix à ce livre. Et en tout cas, félicitations. Merci, madame. Vous avez opté par ailleurs de poursuivre les recherches sur le génocide au CNRS. Elles prennent quelle orientation aujourd'hui? Oui, donc comme je suis au CNRS, pour travailler sur cette question précisément, je vais continuer à travailler sur l'histoire du génocide. Alors là, dans quelques semaines, je vais me rendre au Rwanda pour une durée assez longue, presque un an, pour faire deux choses, je pense. Je crois qu'on doit aussi, en tant que chercheur, pouvoir rendre accessibles les archives, parce que vous savez qu'au Rwanda, parfois, c'est difficile d'avoir accès aux archives, parce que parfois, elles ne sont pas classées. Et voilà, on va dire le travail matériel sur les archives est rendu parfois difficile. Donc, grâce à des financements de l'Agence nationale de la recherche scientifique, ici en France, on va pouvoir aider au classement et à l'inventaire et à la numérisation du fonds d'archives de l'association Ibuka. Donc, dans le cadre d'une convention qui a été signée entre le HESS, le Mémorial de la Shoah et Ibuka. Donc ça, c'est un projet auquel je tiens beaucoup. Et le bonheur du métier de l'historien, c'est de pouvoir se laisser surprendre. Alors, on verra ce qu'il y a dans ces archives qui vont peut-être complètement faire bifurquer mes intérêts de recherche. Et puis, j'aimerais beaucoup, voilà, peut-être préparer, vous savez, dans l'enseignement supérieur en France, quand on est docteur, il faut faire comme une deuxième thèse pour pouvoir ensuite diriger les thèses. Donc, voilà, je vais préparer ce projet peut-être autour d'une micro-histoire d'une paroisse pendant le génocide. Voilà, j'attends de voir encore si ce sera possible, si je trouve des archives, des témoins, etc. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir continuer à investiguer cette histoire. Il paraît que la défense vous a même félicité d'avoir décidé d'apprendre la langue kinyarwanda. Nibyo. Je n'ai pas décidé véritablement de l'apprendre, c'est que je n'ai pas eu le choix parce que j'ai été en contact très tôt. Moi, je suis arrivée au Rwanda en 2004, en avril 2004 pour la première fois. Et j'ai été très vite en contact et je me suis liée voilà, d'une grande amitié, d'une grande affection avec une vieille maman rescapée qui ne parlait pas du tout français. Donc, il fallait bien apprendre un peu le Kinyarwanda. Et je suis très loin d'être bilingue. Et là, je crois que les 2 ans de Covid ont fait beaucoup de mal à mes souvenirs du Kinyarwanda. Mais pour moi, il y a une nécessité de travailler avec le Kinyarwanda. Voilà. Et d'être là pour la traduction, d'être dans cet univers linguistique et d'en être très familière. Donc, oui, j'ai hâte de retrouver le Rwanda et la langue. En tout cas, félicitations encore. Hélène Dima, merci beaucoup. Reka tubirangize mu Kinyarwanda. Urakoze cyane.
kuba wemeye ubutumire bwanjye no kuduha amakuru y'uru rubanza rurimo rubera i Paris mu Bufaransa. Encore une fois, merci et à très vite. Murakoze nawe Aimable, ni aho mu kanya. Murakoze cyane.